À l'émission d'aujourd'hui, nous recevons Christophe Facal. Christophe a fait sa maîtrise à l'UDM sous la direction de Frédéric Bouchard. Son mémoire portait sur les aspects éthiques des modifications génétiques à partir des théories de Jürgen Habermas et Hans Jonas. Il est présentement étudiant au doctorat à l'Université McGill où il poursuit ses recherches sur les modifications génétiques. À l'émission d'aujourd'hui, Christophe nous présente le mouvement transhumaniste. Le mouvement vise à libérer l'humanité de ses contraintes en le modifiant par l'utilisation de toutes sortes de technologies, dont les modifications génétiques. Nous voyons comment fonctionnent ces technologies, leur utilisation et potentielles utilisations. Nous abordons ensuite les deux principaux problèmes éthiques que ces modifications apportent, une redéfinition du sujet moral et les problèmes de distribution des bienfaits de la technologie. Christophe termine en pointant les meilleures ressources que nous avons pour répondre à ces problèmes. Bonne émission. Transhumanisme et on va surtout parler là, des modifications génétiques. Donc, qu'est-ce que c'est que les modifications génétiques? Ben oui, absolument. Pour commencer, le transhumanisme, dire quelques mots d'introduction, disons, c'est un mouvement philosophique assez récent qui se dit, lui, héritier de l'humanisme. L'idée étant améliorer la condition humaine. Et la grande nouveauté du transhumanisme par rapport à l'humanisme classique, c'est d'avoir des moyens technologiques à sa disposition qui lui permettent de atteindre ses buts d'une manière nouvelle. Autrement dit, le but est d'améliorer la condition humaine à travers des moyens technologiques. Il y a une panoplie de moyens technologiques à notre disposition. Il y en a qui mettent de l'avant l'intelligence artificielle, d'autres qui mettent de l'avant des nouvelles énergies. Il y en a aussi beaucoup qui mettent de l'avant les modifications génétiques, qui est une des technologies transhumanistes les plus prometteuses, qui a fait couler le plus d'encre, et c'est celle à laquelle je me suis principalement intéressé. Donc, les modifications génétiques, c'est évidemment très, très technique. Donc, je ne suis pas expert d'un point de vue technique des modifications génétiques, mais bon, pour quand même mettre la table un peu, un bon point de départ serait d'abord, quelle est la technologie qui nous permet de modifier les gènes? C'est la fameuse CRISPR-Cas9 qui a valu le prix Nobel à Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, le prix Nobel de chimie de 2020. Donc, il y a une reconnaissance internationale qui s'organise autour de ce thème-là. On reconnaît la possibilité et la viabilité de modifier des gènes. Maintenant, c'est une technologie quand même de pointe, très compliquée, mais essentiellement, pour faire courte une longue histoire, CRISPR, c'est l'outil technologique. CRISPR, en fait, est un acronyme qui veut dire Clustered Regularly Interspace Short Palindromic Repeats. Donc, bon, ça, on oublie ça parce que personne ne s'en rappelle. Et il y a plusieurs versions de cette technologie-là. Celle qui a valu le prix Nobel à Charpentier et Doudna, c'est la Cas9. Cas9 est une enzyme qu'on trouve dans certaines bactéries qui a la capacité de couper les brins d'ADN avec une précision assez exceptionnelle. Donc, on peut vraiment choisir entre quel et quel gène on peut couper les brins d'ADN et les séparer pour avoir deux brins d'ARN. ARN étant essentiellement l'hélice simple qui, combinée avec un autre brin d'ARN qui match, si on veut, va créer de l'ADN. Donc, CRISPR-Cas9, il y a plusieurs versions. Je pense qu'on est rendu... Depuis, on a découvert la CRISPR-Cas12 et maintenant, on est rendu à la CRISPR-Cas13 qui sont encore plus précises. Donc, c'est déjà une technologie qui, je dirais pas qui date absolument pas, ça date d'il y a 2 ans seulement, mais... Dans ce milieu-là, ça date. Hein. Exactement. Dans ce milieu-là, on a déjà fait beaucoup de pas et d'avancées depuis, et donc on a atteint une précision de modification des gènes qui est assez exceptionnelle. Maintenant, la métaphore qui est généralement utilisée pour présenter cette technologie-là, c'est celle d'un ciseau génétique, et c'est une métaphore qui explique très bien ce que c'est. Cette enzyme-là nous permet, comme j'ai dit, de couper des brins d'ADN très précisément. Et maintenant, ça nous permet de faire essentiellement 2 choses. Ça nous permet soit d'éliminer des gènes, donc on le coupe à 2 endroits, on enlève le morceau indésirable, et ensuite on peut recoller. En fait, les 2 brins d'ADN vont se recoller l'un à l'autre, donc on peut éliminer comme ça des gènes qui sont nuisibles. Ou, ce qu'on peut faire aussi, c'est couper à un seul endroit un brin d'ADN, séparer les brins d'ARN grâce à l'enzyme Cas9, et maintenant insérer un brin d'ARN voulu, et puisque... comme on le sait, l'ADN se reconstruit, si on veut, pour faire simple, elle-même. Avec un seul brin d'ARN, on peut réussir à coder le 2e brin d'ARN qui va venir redonner une double hélice d'ADN. Donc, on peut insérer un gène désiré. Donc, cette technologie nous permet d'éliminer des gènes non voulus et d'insérer des gènes voulus. Et évidemment, avec ça, en jouant avec ces 2 méthodes qu'on a, on peut aussi déplacer des gènes, les reconstituer pour en créer des nouveaux. Donc, c'est une technologie très précise qui, évidemment, ouvre des possibilités assez exceptionnelles. Et peut-être pour nous donner peut-être une idée plus claire, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est déjà en train de se faire avec ça, qui peut modifier des gènes de quelque chose pour nous peut-être nous donner une espèce d'idée là, à quoi ça ressemble? Là. Ben oui, évidemment.
Les modifications génétiques existent depuis relativement longtemps, mais généralement, on le faisait sur des végétaux ou des animaux. Donc, on a énormément entendu parler des OGM, par exemple, des pousses de maïs qui sont beaucoup plus résistantes. Donc, des OGM, ils ont utilisé le CRISP ou ils ont d'autres c'est d'autres techniques plus anciennes qui, aujourd'hui, ne sont plus utilisées. Cette technique-là, CRISP, et le consensus est que c'est une technologie qui pourra être appliquée à des humains. Et c'est là que ça devient intéressant, et ça a déjà été fait. En 2017, si je ne me trompe pas, un chercheur chinois du nom de He Jiankui a annoncé dans une révélation choc qu'il avait, avec son équipe, modifié 2 embryons qu'il avait ensuite fait porter à terme par des mères porteuses, et les 2 enfants qui sont nés, qui étaient 2 jumelles, 2 sœurs, dont on ne connaît pas les noms, leurs identités fictives pour en parler sont Loulou et Nana. On ne sait pas qui elles sont. Mais bref, ces 2 petites filles ont été modifiées génétiquement avant leur naissance pour être immunisées au sida, par exemple. Donc, c'est une technologie qui a déjà été appliquée, mais évidemment, quand la nouvelle est sortie, ça a créé un scandale parce qu'il y avait trop peu de précautions qui avaient été prises. La communauté scientifique a jugé que c'était trop tôt, il n'y avait pas assez d'études éthiques qui avaient été faites préalablement et que ça avait été fait de manière imprudente. Et évidemment... Ils avaient raison. Ils avaient raison, comme de raison. À ce jour, on compte 73 effets secondaires néfastes imprévus chez ces 2 petites filles-là. Donc évidemment, on a joué avec les gènes sans savoir exactement dans quoi on s'embarquait. C'était beaucoup trop tôt. Et là, ces petites filles-là vivent avec des malformations, des défauts qu'on ignore pour l'instant, mais qu'on sait, qu'on se doute être très graves. OK. Est-ce que c'est dû, en fait, là c'est un terme un peu technique, mais à la pléitropie, en fait, le fait que un gène, tu te dis, bon, ce gène-là est corrélé avec quelque chose dans le phénotype là, de l'individu, mais c'est corrélé avec 100 trucs qui vont avoir un effet dans ton corps, et que finalement, en changeant un gène, on change 100 choses, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va être. Est-ce que c'est un peu à cause de probablement cette raison-là? C'est absolument à cause de cette raison-là. C'est non seulement parce que un gène a plusieurs impacts sur plusieurs phénotypes, disons, mais c'est aussi que les phénotypes ne sont pas dus seulement à un gène, mais à plusieurs. Donc, par exemple, on modifie le gène A, ça peut avoir un impact et sur mes yeux, mes bras et mes pieds. Mais si j'ai le gène A en présence du gène B, alors ça va aussi modifier mes oreilles, par exemple. Et là, évidemment, je simplifie, je caricature, mais les gènes interagissent entre eux énormément, et chaque phénotype n'est pas dû à seulement un seul gène. Donc, de la même manière qu'un gène influence plusieurs phénotypes, un phénotype est influencé par plusieurs gènes. Donc, évidemment, il y a une interaction déjà entre les gènes qu'il faut prendre en compte et sur laquelle on est très ignorant. Donc, c'était évidemment beaucoup trop tôt parce qu'on ne savait pas quels allaient être les effets secondaires de cette modification-là. Bon, évidemment, le but a été atteint. Les petites filles sont immunisées contre le sida. Ça, c'est très bien. Mais bon, c'est venu avec énormément d'autres problèmes parce que ça a été fait de manière imprudente et trop tôt. Et donc, j'imagine que pour voir un peu ce qui s'en vient, le futur de cette technologie-là, où on se disait on va pouvoir changer des trucs très précis. Probablement qu'il va y avoir quelques gènes qu'on va dire lui, il interagit pas beaucoup, on va pouvoir faire quelque chose. Mais la plupart des gènes vont probablement être trop difficiles à... ou peut-être, en fait, compenser avec des médications qui permettent d'éviter l'expression d'autres gènes. Et j'imagine avoir une combinaison de plusieurs trucs pour éviter justement ces effets multiples-là. Oui, évidemment. Là, on rentre dans des questions internes au mouvement transhumaniste dans lequel il y a plusieurs dissensions, et certains auteurs, je pense par exemple à Alan Buchanan, qui expliquent qu'il y a des possibilités qu'on développe des médicaments qui pourront stopper l'expression de certains gènes ou promouvoir, si on veut, l'expression de certains gènes. Donc, on pourrait modifier génétiquement un organisme, mais réussir à bloquer l'expression de ce gène-là avec certains médicaments pour, par exemple, en diminuant une dose de médicaments, promouvoir son expression lente pour voir quels pourraient être les effets et ensuite revenir en arrière. Donc, évidemment, on essaie de mettre sur pied plusieurs garde-fous qui permettraient de modifier de manière prudente, douce, tranquille, sans prendre de risques, et évidemment de pouvoir contrôler l'expression de ces nouveaux gènes-là. Et est-ce qu'on a des cibles particulières dans le monde transhumaniste en ce moment où on se dit, celui-là, on pense que là, on risque de réussir à faire un changement génétique qui va être vraiment intéressant?
par rapport aux gènes précisément qui sont les plus en vue en ce moment, ça je pourrais pas te répondre parce que c'est évidemment des débats très très techniques. Par contre, je peux peut-être apporter quelques éclairages sur quels traits on essaie de modifier parce qu'on réfléchit beaucoup plus en termes de traits. Et là, c'est une des richesses, une des faiblesses du mouvement transhumaniste, c'est un mouvement philosophique. Et donc, en tant que mouvement philosophique, il y a relativement peu de dialogue avec le monde scientifique qui évolue en parallèle. Donc évidemment, dans le transhumanisme, si on veut, il y a deux grands groupes. Il y a les philosophes qui réfléchissent à des thèmes philosophiques et il y a les ingénieurs en biochimie et en génétique qui réfléchissent à quels gènes on pourrait modifier sans pour autant avoir de réflexion philosophique qui s'accompagne. Donc, il y a comme deux débats parallèles qui se passent en ce moment et les deux ne se parlent généralement pas assez. Maintenant, dans la frange plus philosophique de ce mouvement-là, on réfléchit beaucoup plus en termes de traits qu'en termes de gènes précisément, parce qu'on laisse le problème de l'identification des gènes aux ingénieurs en biochimie et en génétique. Et c'est très pratique. C'est très pratique. On se délaisse d'un grave problème auquel on n'a pas la réponse. Donc, notre ignorance pratique nous permet de ne pas se lancer dans ces questions où on serait ignorant. Mais bon, on pallie ça en discutant des traits. Donc, par exemple, un des consensus de ce qu'on appelle l'école d'Oxford, qui est une branche du transhumanisme social-libéral, disons, où les modifications sont acceptées, mais de manière raisonnable et non pas déréglées, sans aucune régulation, comme certaines autres branches un peu plus extrémistes, dont on pourra parler après. Mais pour cette branche qu'on appelle l'école d'Oxford, par exemple, les traits qui devraient être améliorés doivent être des traits très généraux qui ne ferment pas des futurs. Je donne un exemple. Je décide de modifier génétiquement mon enfant à venir, mon embryon, et de lui donner des dons en mathématiques incroyables. Bon, ça lui ouvre des possibilités, devenir mathématicien, mais on peut défendre la position inverse, que ça lui ferme aussi des futurs où il ne pourra pas être, par exemple, un artiste qui ne se soucie pas de mathématiques parce qu'il n'aime tout simplement ça. Donc, on lui force un chemin de vie. L'idée étant, il ne faut pas forcer des chemins de vie, il ne faut pas fermer les opportunités futures, et donc tous les traits qu'on améliore devront être des traits généraux qui ne ferment pas des futurs. Et là, évidemment, on parle par exemple de régulation émotionnelle, intelligence, mémoire, générosité. Et là, évidemment, le contre-argument très facile et très récurrent à ça, c'est de dire, oui, mais comment est-ce qu'on peut prétendre qu'il y a une fondation génétique à des traits comme la générosité? C'est impossible, c'est des traits en majorité culturelle. Et donc là, évidemment, il y a un débat interne à savoir, bon, est-ce que c'est naturel? C'est le classique débat nature-nurture. Mais voilà, donc, les transhumanistes mettent de l'avant la modification de traits très généraux et, par souci social, disons, ils mettent de l'avant principalement des modifications qui seront des avantages intrinsèques et non pas des avantages positionnels. Je donne un exemple. Dans une société où on se soucie quand même de notions comme l'égalité, on peut craindre que ce ne seront qu'une certaine frange de la population qui auront accès à des modifications et qui s'amélioreront seulement pour garder un avantage sur leur pairs. Bon, évidemment, ces modifications-là ne sont pas les bienvenues, sont généralement refusées comme étant impermissibles. L'idée étant que toute modification doit amener un bien-être supplémentaire à l'individu, peu importe le fait que quelqu'un d'autre la possède ou non. Donc, par exemple, être grand, intrinsèquement, ça n'a aucune qualité, mais c'est une qualité instrumentale où être plus grand que quelqu'un d'autre nous rend, par exemple, plus fort, plus rapide, plus séduisant. Être grand, c'est un avantage seulement si les autres sont plus petits que nous. Si tout le monde avait la même taille, ça ne changerait absolument rien. Donc, ce n'est pas un trait selon certains transhumanistes, que l'on pourrait éthiquement défendre parce qu'il n'a aucune valeur intrinsèque. Parfait. Puis, peut-être comme dernière question, là, un peu technique, tu avais parlé qu'il y avait l'utilisation d'intelligence artificielle, d'utiliser peut-être des appendices technologiques additionnels à l'humain et des modifications génétiques. Et de quoi aurait l'air la combinaison de ces trois utilisations-là qui pourraient peut-être, en fait, s'aider mutuellement? Ça, c'est super intéressant. On rentre dans les versions qui ont tendance à tomber dans la science-fiction, mais qui sont aussi les versions les plus amusantes, les plus folles à lire. Il y a évidemment dans ce grand mouvement parapluie qui est le transhumanisme, certaines franges plus modérées, comme celle dont on vient de parler, l'école d'Oxford, et certaines franges beaucoup plus extrêmes, où là on trouve des positions assez dogmatiques, si l'on veut, où on défend
par exemple, la combinaison de plusieurs technologies afin d'atteindre une condition post-humaine, transhumaine, surhumaine. L'idée étant que la nature humaine, que l'espèce humaine peut être transcendée pour devenir une nouvelle espèce, les post-humains. Et ça se ferait, selon certaines franges, par la combinaison de plusieurs technologies. Ces franges-là, bon, pour en dire quelques mots supplémentaires, de deux exemples assez classiques seraient les extropiens. Les extropiens dont le chef de file est Max More. Évidemment, il s'appelle pas More, mais il a changé de nom parce que More, ça fait... Max puis More, ouais, c'est ça, on en veut plus. Et voilà, c'est ça, toujours plus. Qui, lui, a écrit le manifeste extropien 3.0, qui défend, par exemple, l'utilisation individuelle, comme bon nous semble, de toutes les modifications et l'interaction de ces technologies-là. Et d'autres franges, qui est peut-être la plus extrême et une des plus connues sans la connaître, seraient les singulitariens. Les singulitariens, le centre de leur appareil idéologique, si on veut, c'est l'idée de la singularité. Bon, premièrement, le chef de file de ce mouvement-là est un certain Ray Kurzweil, qui est ingénieur chez Google et qui a tout le poids financier et économique de Google derrière lui pour faire avancer ses projets. C'est pour ça qu'on en parle énormément. Mais bref, pour revenir à la singularité est le moment historique où sera inventée, d'après ce mouvement, une intelligence artificielle forte, autrement dit, pouvant parfaitement mimer notre intelligence artificielle, notre intelligence naturelle humaine. Donc, quand sera inventée une telle intelligence artificielle, qui sera de manière calculatrice évidemment supérieure à la nôtre, alors cette invention-là sera la dernière de l'histoire, parce que cette intelligence-là, artificielle, pourra se reproduire, pourra s'améliorer et pourra découvrir et inventer de nouvelles choses. Donc, essentiellement, la singularité est un point d'inflexion dans l'évolution humaine où sera atteint cette vieille idée de l'obsolescence de l'homme, où nous ne serons plus nécessaires parce que la technologie prendra le pas sur nous dans la direction de notre évolution, de notre société, de notre planète, essentiellement. Et donc, on disparaîtrait pas, mais il nous modifierait... Qu'est-ce qu'il ferait avec nous, en fait, là? C'est une idée très intéressante. Et là, encore une fois, il y a plusieurs positions, mais dans la version la plus extrême, qui est justement à l'intérieur même de ce singulitarisme, l'idée est que l'on rentrerait enfin dans une époque où nous n'aurions plus à travailler et on pourrait bénéficier de toutes les nouvelles découvertes que ferait cette intelligence-là pour nous. Et là, essentiellement, on rentre dans des visions mystiques, techno-millénaristes de l'avenir de l'humanité où on rentrerait dans un nouveau jardin d'Éden, on n'aurait plus à travailler, on serait éternellement béat. Et évidemment, dans ce mouvement-là, il y a aussi plusieurs médecins qui pensent que ce sera la mort de la mort. C'est une expression qui a été trouvée par un médecin français qui s'appelle Laurent Alexandre, mais qui est aussi étudiée par d'autres personnes, par exemple Aubrey de Grey, qui est un gérontologue, si je ne me trompe pas, qui travaille avec les singulitariens, qui pense par exemple que la première personne à ne jamais mourir est déjeuner. L'idée étant que on peut trouver des manières, en fait, cette intelligence artificielle-là va nous aider à trouver des manières de stopper la sénescence, de stopper le vieillissement. Et donc, les premières personnes à ne jamais mourir et à pouvoir bénéficier pour l'éternité jusqu'à ce qu'ils décident de se suicider un jour parce que leur vie sera trop ennuyeuse parce qu'ils auront déjà tout vu. Évidemment, mais bon, ça c'est un angle mort de ces idées-là. L'idée est qu'on n'aura plus qu'à se faire dorloter pour le reste des temps par les bienfaits des technologies qui seront à chaque jour inventées. Ça me fait penser à des recherches qui se font là, à Harvard avec, il me semble que c'est David Sinclair, son nom, qui fait des recherches sur, premièrement, définir qu'est-ce que ça veut dire vieillir, parce que c'est absolument pas clair, et c'est quoi la sénescence. Et là, en fait, il y a une façon de le calculer. Il y a plusieurs façons de le calculer, où tu peux regarder la longueur là, des télomères à l'intérieur de chaque noyau d'ADN. Et à force qu'on vieillit, bon, ça diminue en longueur, et finalement, ben, c'est trop court, les cellules meurent, puis on devient... les cellules deviennent séniles et ils ne fonctionnent plus, puis là, finalement, on meurt. Et il y a des moyens d'agir sur ces cellules-là. Et une idée vraiment intéressante qu'il avait mis de l'avant, c'est que il était possible, en fait, dans son cas, parce qu'il s'est beaucoup étudié lui-même, il a fait beaucoup de changements sur lui, il a l'air extrêmement jeune, même s'il a 55 ans, ce qui donne confiance que ça semble fonctionner, son truc. Il a été capable de, vers 30 ans, bon, il se qualifiait comme ayant 50 ans au niveau de ses cellules, et que là, maintenant, à 55 ans, il est encore au même âge. Donc, il aurait réussi à même stopper
son vieillissement de ses cellules. Bon, il dit qu'il n'est pas en train de croire qu'on va pouvoir vivre pour toujours, mais puis il y a différentes façons de qualifier qu'est-ce que c'est que vieillir, et que il serait peut-être possible, évidemment, à chaque année, si on réussit à rajeunir d'un an, et de se maintenir toujours à flot, on pourrait garder le même âge pour toujours. Et donc, quelque chose d'extrêmement intéressant avec ça, parce que c'est surtout l'aspect médical qui est intéressant. Il dit, en fait, toutes les maladies ne sont en fait que des effets du vieillissement. En fait, le diabète, le cancer. Et donc, si on ne vieillit plus, toutes ces maladies-là sont réglées. Donc, il y aurait une possibilité de vivre pour toujours. Donc, ça me faisait penser un peu à ça, alors qu'il y a vraiment des recherches qui commencent à faire des tests sur les êtres humains avec différentes médications, etc., différents modes de vie pour atteindre cet objectif-là. Absolument, et il y a plusieurs avenues, juste pour rementionner rapidement ce Aubrey de Grey. Je suis pas très familier de ses travaux, mais je sais qu'il a identifié 7 manières possibles de stopper le vieillissement, et évidemment, le rallongement des télomères était dans le haut de cette liste, et une des techniques qui est les plus prometteuses pour régler ce problème de la vieillesse et de la mort, essentiellement. Donc, absolument, c'est super intéressant. Et peut-être pour terminer sur les singulitarismes, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de comment c'est né, en fait, ce mouvement-là? Ben oui, évidemment. Évidemment, la version actuelle a une forte connotation technologique, et donc ça ne peut naître qu'à la Silicon Valley, dans des milieux hyper technologiques qui croient qu'évidemment la technologie est une panacée qui réglera tous les problèmes. Mais à l'origine, philosophiquement, intellectuellement, les premières idées d'un moderne, si on veut, d'un point d'inflexion de l'histoire où on va rentrer dans une nouvelle époque, sont généralement attribués à un paléontologue jésuite français du nom de Pierre Teilhard de Chardin, dont les travaux sont assez obscurs aujourd'hui, connus de certains, mais qui sont largement étudiés dans ces cercles-là. Et la pensée de Teilhard de Chardin, évidemment, est une pensée religieuse, éschatologique, théologique, mais l'idée est, et c'est Teilhard de Chardin qui l'a émise pour la première fois, il a remarqué que dans le monde moderne, connecté, globalisé, qui est le nôtre et qui à son époque s'en venait, eh bien, tous les esprits, les esprits humains, commencent à communiquer les uns avec l'autre, se fondre tranquillement les uns dans les autres, se déléguer des tâches les uns à les autres. Donc bref, les esprits se rapprochent et commencent à s'imbriquer les uns dans les autres. Et son idée est que lorsque cette connectivité de tous les esprits sera augmentée jusqu'à un certain point, quand une intelligence artificielle pourra nous aider, par exemple, à réunir toutes ces consciences-là, alors il y aurait ce qu'il appelle une conscience universelle qui se créerait. Ça, c'est toutes les consciences de l'univers, si on prend pour acquis, évidemment, que les seules consciences qui existent sont les nôtres sur Terre. Toutes les consciences se réunirait en une conscience universelle, et évidemment, puisqu'il est un religieux, pour lui, ce serait la renaissance du Christ. Ce serait la seconde venue du Christ sur Terre, serait cette nouvelle conscience, et ce moment-là, lui, il l'a appelé le point oméga. Évidemment, on comprend que c'est l'équivalent, philosophiquement, de la singularité. Et à partir de ce point oméga-là, on rentrerait dans, on l'a deviné, le royaume de Dieu. Et donc, on comprend qu'il y a le discours quasi mystique religieux des singulitariens a son origine précisément dans des réflexions théologiques. Et c'est vraiment de ce rêve de l'arrivée du royaume de Dieu sur Terre, c'est dans ça que s'installe, que se joue le singulitarisme. Et donc, faut pas être surpris quand on se dit « Ah oui, mais c'est religieux ». Ben oui, c'est religieux. C'est l'origine philosophique et intellectuelle de ce mouvement-là. Technothéologie. Il y a des mix qu'on n'aurait jamais cru qui pourraient se faire. Ben oui, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon là, des questions plus techniques. Est-ce qu'on pourrait parler peut-être des aspects éthiques, en fait? C'est quoi les problèmes éthiques? Peut-être d'avoir un overview plus philosophique de quels sont les problèmes éthiques qui se passent avec le transhumanisme et les modifications génétiques plus spécifiquement. Bon, il y a plusieurs manières d'aborder la question, mais je pense qu'on peut quand même identifier 2-3 problèmes éthiques importants, les plus importants en fait. Le premier problème, c'est le danger de jouer avec la nature humaine, qui amène plusieurs problèmes éthiques sur lesquels on va revenir tout de suite. Et le deuxième principal, ce serait la création et l'aggravement de certaines inégalités existantes. Donc, ce seraient les deux principales menaces de cette technologie qui est les modifications génétiques. Donc, la première, c'est la nature humaine. Évidemment, il y a plusieurs présupposés philosophiques là-dedans. Premièrement, est-ce que
notre génome, nos gènes, sont assimilables à la nature humaine. Et là, évidemment, on rentre dans une littérature hyper complexe avec des débats super riches où certains disent oui, la nature humaine est nos gènes, d'autres vont dire non, la nature humaine n'est pas nos gènes. Et là, il y a plusieurs positions mitoyennes où notre nature est basée en partie sur nos gènes, mais pas uniquement. Mais bon, pour essayer de faire un tour d'horizon de la question, on pourrait commencer par dire que, évidemment, le concept de nature humaine est à peu près impossible à définir, même si il existerait une telle chose. Mais bon, disons qu'on essaye, on pourrait considérer que la nature humaine serait, et ça c'est une position plutôt consensuelle, les conditions suffisantes et nécessaires de l'humanité. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on considère qu'un individu est un humain et pas seulement, par exemple, un homo sapiens? Parce qu'on comprend que dans notre conception de ce qu'est l'humanité, dans notre conception de tous les jours, intuitivement, on y met beaucoup plus que seulement l'appartenance taxonomique à une espèce. Par exemple, il y a d'innombrables exemples où des gens qui sont biologiquement humains de manière évidente ne sont pourtant pas considérés comme des humains, on les considère comme des monstres. Et là, évidemment, il y a les exemples classiques réutilisés dans cette littérature-là, c'est évidemment certains personnages nazis ou certains tortionnaires qui étaient évidemment absolument inhumains, mais qui appartenaient quand même au genre, à l'espèce humaine. Donc bref, c'est quoi la nature humaine? C'est les conditions suffisantes et nécessaires. Et là-dedans, indéniablement, il y a en partie notre génome. Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de gène, il n'y a pas d'individu, ça peut pas être un humain, point final. Donc évidemment, peu importe ce qu'est la nature humaine, le génome a une importance là-dedans, et une importance concrète, pratique, et une importance, disons, symbolique, représentationnelle. On associe très souvent notre nature humaine à notre corps, à notre infrastructure biologique, à notre génome. Maintenant, à partir du moment où on reconnaît que notre génome a un rôle double, si on veut, à jouer dans ce qu'est la nature humaine, là, il y a plusieurs impacts sur les avenues éthiques qu'on peut prendre, sur les compréhensions, sur le rôle qu'a ce concept de nature humaine-là en éthique. Généralement, on en a identifié dans la littérature, il y en a 4, si on veut. Il y a 4 principales manières de relier le concept de nature humaine à nos réflexions éthiques. Premièrement, la nature humaine serait une condition pour l'agentivité morale, pour la possibilité de l'éthique. Donc là, par exemple, comme j'ai donné déjà un exemple, il nous faut assurément des gènes, un génome pour qu'il puisse avoir un individu, et ça, là, un individu peut être un sujet moral. Donc, bref, ça, c'est vraiment premier niveau. Deuxième niveau, il y aurait la nature humaine comme contrainte à ce que peut nous demander l'éthique. Par exemple, on peut reconnaître de manière assez large qu'il y a un souci d'autoconservation chez à peu près toutes les espèces vivantes, très fort aussi chez la nôtre, et on ne peut pas moralement demander à un individu de se sacrifier pour le bien commun. Et il y a un article récent qui est paru dans Nous, je crois, ou dans Ethics, je me rappelle plus, dont le titre est très éclairant. C'est « Impermissible but praiseworthy ». Donc, c'est des gestes qui ne sont pas permissibles, mais qui demandent de l'admiration. Et c'est un peu ce qui en va du sacrifice. Et c'est exactement ce genre de considération qu'on peut penser que la nature humaine ne nous permet pas de tenir. On ne peut pas rationnellement demander à quelqu'un de se sacrifier à chaque fois que la communauté en bénéficierait. S'il le fait, c'est absolument louable. Mais on ne peut pas lui demander. Donc, la nature humaine impose des limites à nos théories morales et à nos éthiques. La troisième serait la nature humaine qui pourrait définir ce qui est bien pour nous. Donc, disons qu'on réussit à définir ce que c'est la nature humaine, disons qu'on dit que c'est une espèce animale qui doit se reproduire. Bon, disons qu'on s'en limite à ça. Bon, évidemment, la reproduction devient bien pour la nature humaine, donc c'est moral de se reproduire. Bon, là, évidemment, c'est un exemple un peu simpliste, mais ça illustre en quoi ça peut nous guider sur ce qui pourrait être bon pour nous. Et la quatrième position, qui est la plus forte et qui est la plus datée dans le sens où elle est dans le paysage philosophique depuis longtemps, mais on la considère plus sérieusement, ce serait de la nature humaine, on peut dériver des théories morales. Donc évidemment, ce serait premièrement un sophisme naturaliste, ce serait sauter par-dessus le is-ought gap, donc le trou entre l'être et le devoir-être, et ce serait aussi évidemment se préparer à accepter plusieurs comportements que dans la vie de tous les jours on n'accepterait pas. Par exemple, on regarde dans la nature, il y a des chats qui mangent des oiseaux, donc puisque c'est naturel, le meurtre a l'air admissible. Ben, non, on n'est pas prêt à faire ce saut-là. Donc il y a 4 positions sur comment la nature humaine pourrait avoir un lien par rapport à l'éthique, à la moralité essentiellement, et
on voit comment, puisqu'on a admis que le génome avait un rôle à jouer dans la nature humaine, la modification de notre génome, donc peut-être la modification de notre nature humaine, pourrait venir jouer avec chacune de ces 4 composantes-là. Et donc, ça nous demande de repenser l'éthique de manière absolument radicale. Et une des personnes qui l'a le mieux articulé, c'est Jürgen Habermas, qui, dans un texte célèbre qui a fait date, qui s'appelle « L'avenir de la nature humaine vers un eugénisme libéral », montre comment une de nos présuppositions fondamentales dans tout discours éthique, c'est la distinction entre le sujet de l'éthique et l'objet de l'éthique. Le sujet de l'éthique étant un sujet moral, toi, moi, n'importe qui est capable d'avoir des réflexions morales, avec ce que cela amène, et l'objet de l'éthique pouvant être plusieurs choses dépendamment des théories, mais étant essentiellement ce que l'on essaie d'améliorer. Disons ça comme ça. Et Habermas fait remarquer qu'à partir du moment où on peut modifier génétiquement des personnes et des embryons à venir, il y a ce qu'il appelle une dédifférenciation du sujet de la morale et de l'objet de la morale. Ou, pour parler en langage moins technique et jargonneux, les deux se fondent l'un dans l'autre et on commence à confondre sujet de la morale et objet de la morale. Ça a été pensé aussi par d'autres auteurs. Est-ce que tu aurais un exemple, en fait, c'est un peu abstrait encore, là, de confondre les deux. Est-ce que tu pourrais donner un exemple qu'on verrait à quel point les modifications génétiques pourraient, par exemple, causer ce problème-là? Oui, absolument. Le meilleur exemple, l'endroit dans lequel ça s'est mieux vu, ça a été dans toutes les réflexions sur la justice distributive. La justice distributive, classiquement, depuis Rawls, on considère que c'est quelles ressources doivent aller à quelle personne. Maintenant, à partir du moment où on considère les modifications génétiques comme pouvant être des ressources, et qu'on se demande à qui est-ce qu'on attribue ces modifications génétiques-là, eh bien là, il y a le nouveau problème où les objets qu'on distribue, les ressources, les modifications, les gènes, deviendront des personnes, deviendront des sujets. Donc l'objet, qui ici est la ressource à distribuer de manière équitable, est en puissance, est potentiellement, en fait, un sujet éthique. Donc, quand on distribue des objets, la question n'est plus de savoir à qui on distribue les ressources pour créer une situation sociale équitable, mais la question est comment est-ce qu'on va créer des personnes? Et là, évidemment, nos théories éthiques ne sont pas équipées pour manœuvrer dans de tels nouveaux problèmes. Ça ouvre des brèches béantes dans nos éthiques classiques parce qu'on n'est pas capable de réfléchir cette identité entre un sujet moral et un objet de la morale, parce que la question n'est plus pour qui allons-nous répartir les ressources, mais qui allons-nous créer en répartissant les ressources? Donc là, il y a un déplacement de la question massif qui ouvre plusieurs problèmes. Donc ça, ce serait d'après moi le meilleur exemple qu'on pourrait donner à ce problème entre le sujet moral et l'objet moral qui est ici remis en question drastiquement par les modifications génétiques. Peut-être même de façon un peu plus intuitive, parce que bon, c'est un peu plus complexe les questions morales que tu as abordées, mais l'idée de justice distributive, on dit à chaque fois qu'on invente une nouvelle technologie, enfin, les gens les moins nantis vont pouvoir en bénéficier et c'est jamais eux qui en bénéficient et on sait que ce sera pas comme ça. Il y a des nouvelles technologies qui coûtent cher, qui est-ce qui vont bénéficier? Les gens qui peuvent le payer, et ça va toujours être comme ça. Il y aura toujours un avantage et quand tu es désavantagé, les désavantages te tombent plus dessus. Hein? Donc il y a quelque chose d'un peu toujours problématique à ce niveau-là. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler des réflexions éthiques qui ont été faites sur ces questions-là de justice distributive dans le sens commun de la conception de la justice entre les individus? Oui, évidemment. Là, on vient de parler d'éthique et de morale à un niveau un peu plus, disons, abstrait, et qui a moins de prise dans la vie de tous les jours et qui est moins reconnaissable dans les débats, parce qu'évidemment, c'est un niveau moral dans lequel le débat public va rarement. C'est vrai qu'à un niveau social, la principale interrogation, réflexion, problème a été celui de l'inégalité que pourraient accentuer les modifications génétiques. Et là, il y a essentiellement deux positions qui s'affrontent. Une qui pourrait être qualifiée de réaliste, qui est celle que tu as défendue, ou réalistement, c'est ça qui va se passer. Ça va juste aggraver les inégalités parce que c'est ce que ça a toujours fait. À chaque fois qu'il y a eu des nouvelles technologies, les premiers à en profiter ont toujours été les mieux nantis qui ont pu accéder à cette technologie-là, et les derniers à en profiter, s'ils en ont profité, ont été les moins nantis qui ont eu accès très tard ou pas du tout à ces technologies-là. Maintenant, l'autre position qui est peut-être un peu optimiste, mais qui est certes intéressante et qui vaut la peine d'être explorée, c'est celle, évidemment, mise de l'avant par la majorité du mouvement transhumaniste modéré, si on veut, dont on a déjà parlé, l'école d'Oxford,
qui essentiellement développe l'idée que les modifications génétiques devraient être offertes en priorité aux personnes les plus mal en point, aux personnes qui en ont le plus besoin. On reprend essentiellement, à peu près mot pour mot, le principe de différence rawlsien. Bon, pour faire ça simple, le principe de différence, c'est l'idée que on accepte les inégalités sociales tant et aussi longtemps qu'elles produisent des bénéfices qui vont améliorer la condition en priorité des gens les moins bien nantis. Donc essentiellement, c'est OK, on va accepter d'avoir certaines inégalités en ce moment, si et seulement si elles vont aboutir au développement de modifications génétiques qui vont d'abord en priorité pouvoir aider les gens avec les pires conditions. Donc évidemment, ça a été développé de manière extensive par un auteur américain qui s'appelle Norman Daniels, qui, dans des ouvrages essentiellement sur l'organisation des systèmes de santé, a montré comment on pourrait et on devrait, comme on le dit, offrir d'abord les modifications génétiques aux gens qui en ont besoin pour guérir des maladies seulement. Donc on ne parle pas d'amélioration de l'espèce humaine, on parle juste d'un usage thérapeutique. Donc là, à ce moment-là, c'est clair que c'est les personnes les plus mal en point qui en bénéficient, puisque c'est les gens qui tombent vraiment malades. Donc, c'est vrai que là, on dirait que là, il peut s'en sortir un peu. Là. Voilà, exactement. Donc, l'idée, c'est commencer dans la grande histoire à venir des modifications génétiques. Le premier usage qu'on en ferait serait seulement thérapeutique et ne serait pas un usage d'amélioration. Donc, par exemple, on pourrait commencer par essayer au moins d'éradiquer les maladies génétiques, les malformations génétiques, les handicaps génétiques. Et une fois seulement que ça sera fait, alors on pourra commencer à réfléchir à des modifications amélioratrices. Sauf que là, évidemment, si jamais ça arrive, c'est dans très longtemps. Mais bref, l'idée, c'est vraiment essayer de garder ça sous contrôle pour pouvoir organiser la distribution. Et là, évidemment, quand on parle de ça, l'accusation d'eugénisme revient très, très rapidement. C'est évidemment organiser la distribution de modifications génétiques pour pouvoir prévoir le génome d'individus. Ça fait très, très eugéniste. Et le mouvement transhumaniste reconnaît qu'il y a des origines eugénistes à son projet qui ont été catastrophiques, qui sont à renier entièrement. L'idée étant que cette fois-ci, le transhumanisme serait un eugénisme, oui, mais il se dit un nouvel eugénisme, un eugénisme d'un genre nouveau, qui aurait des caractéristiques radicalement différentes, qui lui permettrait d'être cette fois-ci acceptable, non pas comme son ancêtre, qui a eu des conséquences atroces pour tous les gens qui ont été soumis. Donc la différence de ce nouvel eugénisme serait qu'il ne serait pas étatique, mais relèverait de la liberté individuelle. Et là, évidemment, on vient de parler d'organisation de l'État, mais l'idée étant que les modifications seraient uniquement offertes, mais jamais obligées, comme elles étaient proposées de l'être dans les anciens eugénismes. La deuxième différence, ce serait qu'ils ne seraient pas discriminatoires, mais qui viserait au contraire l'égalisation des conditions, parce qu'ils cherchent essentiellement à réparer les injustices naturelles qui ont été causées par une loterie génétique. Donc ça, c'est comme on l'a dit, les modifications seraient d'abord offertes aux gens les plus mal en point pour essayer de les ramener à un standard, une condition de vie similaire aux gens qui n'ont pas ces handicaps-là. Donc ça ne viserait pas à éliminer certaines personnes, mais ça viserait à éliminer des handicaps qui permettraient aux personnes souffrant de ces handicaps d'avoir une condition de vie améliorée. Donc, deuxièmement, il n'est pas discriminatoire, mais il vise au contraire des buts égalitaires. Troisièmement, il serait démocratique en ce sens où, justement, comme je viens de le dire, à l'égalité économique et sociale que recherchent nos sociétés, on pourrait ajouter, et là c'est une idée relativement controversée, mais on pourrait ajouter l'égalité génétique dans le sens où on ne veut pas des génomes identiques à tout le monde, on ne veut pas une société de clones, mais on veut des génomes qui seraient dépourvus d'handicaps graves. Donc, on veut juste des génomes qui offrent des opportunités de vie similaires. Donc c'est uniquement là qu'on va, on va pas plus loin que ça. Et dernièrement, évidemment, ce nouvel eugénisme-là ne viserait pas à éliminer des gens considérés comme faibles, comme certains eugénismes l'ont voulu par le passé, mais seulement à réparer certains torts, certaines injustices naturelles, essentiellement. Donc, l'idée est, dans ce grand bordel qu'est la loterie génétique, on veut pouvoir insérer des réflexions morales pour s'assurer qu'il n'y ait personne qui, par malchance incroyable, ait une condition radicalement inférieure aux autres membres de la société. Donc, évidemment, c'est vraiment juste, par considération égalitaire, on veut accroître le champ de l'équité, de l'égalité et de la justice sociale. Ces questions-là d'eugénisme sont vraiment intéressantes. Puis là, on se dit « Ah, wow, l'eugénisme, il ne faut jamais que ça arrive. »
à chaque fois que tu as un enfant, tu fais un test d'eugénisme. On dit, on va faire la clarté nucale. Est-ce que l'enfant est trisomique? Et c'est toujours un moment où il est encore légal de faire un avortement. C'est pas comme si l'eugénisme n'existait pas dans notre société et il est un peu pris pour acquis alors que c'est une forme plus soft d'eugénisme. Et peut-être le deuxième qui me semble vraiment philosophiquement intéressant, c'est par exemple des personnes sourdes qui ont des communautés de gens sourds et qui ont développé leur propre culture avec leur propre langage, leur propre forme d'art, d'expression. Et il paraît que c'est extrêmement riche pour les gens qui peuvent en bénéficier, que c'est très beau. Et il y a des gens qui considèrent que vouloir aider une personne à retrouver l'ouïe, c'est une forme de génocide culturel où on est en train de détruire une communauté, tenter de faire un eugénisme des humains et de détruire cette communauté-là de gens malentendants. Est-ce que tu peux peut-être nous parler du deuxième, en tout cas, m'intéresse beaucoup plus que le premier, mais est-ce que tu pourrais commenter ces deux aspects-là de l'eugénisme? Oui, évidemment. C'est évidemment deux points hyper intéressants. Et comme tu dis, le deuxième, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il est philosophiquement plus fécond. C'est un argument qui a été amené plusieurs fois dans ce débat, qui a été baptisé l'argument de la moralité de l'inclusion. Donc, évidemment, c'est à quel point on doit vouloir inclure des gens dans le groupe des gens, entre guillemets, sans handicap. Donc, les gens avec des bonnes conditions. Et évidemment, ça a été amené de l'avant les premières fois par, justement, des militants, des défenseurs des droits des gens souffrant de handicap. L'idée étant que sous ce qu'on appelle ici ensemble en ce moment, ce nouvel eugénisme, il y aurait une dévalorisation des gens ayant des conditions jugées défavorables. Par exemple, les aveugles, par exemple, les sourds. Et donc, l'idée amenée par ces gens-là étant mettre de l'avant des modifications génétiques qui veulent éradiquer notre mode de vie, nos handicaps, les maux qui nous affligent, c'est essentiellement dire « votre vie ne vaut pas la peine d'être vécue » parce qu'on veut que plus jamais personne n'ait à vivre la même condition que vous. Donc évidemment, ça sonne effectivement très très problématique. Et la réponse transhumaniste, et là on rentre dans un jeu d'arguments contre arguments super intéressant, on va voir où est-ce que ça débouche. L'argument transhumaniste était de dire non, on n'est pas en train de dire que vos vies ne valent pas la peine d'être vécues, on est en train de dire que vos handicaps, eux, ne valent pas la peine d'être possédés. Il y a un déplacement là qui est super intéressant, c'est on n'est pas en train de dévaloriser vos vies, on est en train de dévaloriser vos handicaps et c'est tout à fait différent. Et donc là, évidemment, ces communautés-là de répondre parfait, si alors on s'entend que nos vies valent effectivement la peine d'être vécues et ne sont pas intrinsèquement moins valorisables, moins valorisantes que d'autres modes de vie avec des gens qui auraient accès à tous leurs sens, par exemple, et que c'est juste un mode de vie différent et qui n'est pas moindre, alors est-ce qu'on pourrait modifier génétiquement nos enfants pour qu'ils naissent comme nous, sourds ou aveugles, et puissent profiter de notre mode de vie? Parce qu'on vient tous de s'entendre que c'était pas un mode de vie c'est pas une vie qui était moindre. Et donc là on rentre dans des problèmes. Il me semble que le problème va surtout aux personnes de ces communautés-là, pas les transhumanistes. C'est eux qui sont en train de dire, en fait, que ça vaut la peine. Puis là, ils disent, vous dites, vous êtes d'accord avec nous que nos vies valent la peine, puis là, ils font un contre-argument, mais qui les attaquent en même temps un peu. Mais un peu, et tout à fait. Et là on rentre dans... C'est comme tout le monde bite the bullet et essaie de renvoyer la balle à l'autre. Mais donc là, on est rendu où certains gens souffrant de handicap disent alors, est-ce qu'on aurait le droit de modifier nos enfants pour qu'ils soient comme nous? Et donc là, la question qui se pose est, peut-on, éthiquement, moralement, modifier génétiquement un enfant pour s'assurer qu'il soit aveugle de naissance? Et bon, certains transhumanistes, James Hugh, par exemple, lui a décidé absolument de bite the bullet jusqu'au bout et de dire oui, on peut. On peut parce qu'évidemment, si on a accordé que c'était pas un mode de vie c'était pas une vie qui valait moins la peine d'être vécue, alors cette personne-là aura une vie tout à fait remplie et qui va valoir la peine d'être vécue. Donc oui, on peut aveugler un enfant. Donc là, évidemment, par contre, ça pose... la majorité des gens qui sont dans le débat ont refusé de faire le pas, d'après moi avec raison. Non, on ne peut pas volontairement aveugler ou rendre sourd un enfant à naître. C'est pas quelque chose de moral. Et là, évidemment... On peut lui donner le choix, en fait. S'il veut devenir sourd plus tard, on le rend sourd. Qu'il fasse le choix lui-même, en fait. Et voilà. Ben là, évidemment, c'est encore problématique. Est-ce que les gens ont le droit de se rendre aveugle ou de se rendre sourd? C'est un autre problème. Mais déjà qu'on serait déjà plus enclin à accepter
que quelqu'un rendu à 18 ans, par exemple, décide de devenir sourd ou aveugle. Même si ça n'a pas autant de problème, on serait déjà plus enclin à dire « Ouais, ok, c'est beau, on peut y réfléchir peut-être », que de dire à des parents « C'est beau, vous pouvez vous assurer que votre enfant ne verra jamais de sa vie ». Et c'est là, d'après moi, où l'argument de la moralité de l'inclusion s'effondre un peu, ou quand on en est rendu à défendre l'idée qu'on peut aveugler des enfants, là clairement, c'est un signe que l'argument, dès le départ, était pas le meilleur, était peut-être un peu faible. Et donc, je pense que la meilleure voie, c'était justement de dire on ne dévalorise pas vos vies, ce sont des vies qui valent la peine d'être vécues, ce sont des vies qui méritent d'être vécues, ce sont des vies riches, mais on pense que, sans pour autant que la vie serait mieux, votre vie aurait été mieux si vous auriez possédé la vue ou l'ouïe, on pense que ça aurait élargi les horizons, les possibilités, ça aurait juste donné d'autres options, et ça, on ne peut pas vraiment être contre, on ne peut pas, moralement, fermer les possibilités d'un enfant à venir. Donc, ça revient un peu, oui, à ce que les gens d'Oxford disaient. Oui, c'est vrai que ça... Quand t'as l'ouïe, tu peux la perdre après si tu veux, mais quand tu l'as pas, la regagner, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, on est en train de fermer des portes, effectivement. Et voilà, donc si tu décides d'enlever l'ouïe à un enfant, tu lui interdis d'entendre de la musique pour toute sa vie. Tu lui interdis fort probablement de devenir musicien. Tu lui rends beaucoup plus difficile la possibilité d'apprendre des langues, plein de choses. Bon, je veux dire, on utilise l'ouïe à chaque jour pour une infinité de raisons. Donc, on ne peut pas moralement l'enlever à quelqu'un dès le départ. Si cette personne-là, plus tard, décide de la perdre, c'est une chose, c'est une histoire à observer en temps et lieu. Mais au moment où on en est en ce moment, c'est pas défendable de pouvoir assourdir un enfant. Bon, mais c'était des problèmes très, très intéressants. Et peut-être on pourrait tenter dans cette dernière partie-là d'y répondre. Est-ce que tu pourrais me donner un peu des indications de comment est-ce qu'on devrait procéder pour s'assurer que les modifications génétiques promues par le transhumanisme ou par d'autres groupes, ça se passe bien? Donc, quelles seraient tes conclusions pratiques à ce niveau-là? C'est la question à 1 million, c'est la question la plus compliquée, c'est comment est-ce qu'on met ça en place de manière acceptable. Et évidemment, là, il y a plusieurs pistes de réflexion, et certaines qui sont très, très pratiques, certaines qui sont basées un peu plus sur des réflexions philosophiques classiques, desquelles on essaie de tirer certains principes. D'après moi, une des plus fécondes, des plus intéressantes, c'est celle de Hans Jonas. Hans Jonas est un philosophe allemand qui a traversé le 20e siècle, qui est surtout connu pour un livre, un ouvrage qui, à l'époque, fut le best-seller de l'histoire de la philo, ceci dit, qui s'appelle Le principe responsabilité. Le principe responsabilité, évidemment, on en a souvent entendu parler un peu par les branches, c'est associé énormément au mouvement écologiste, mais fondamentalement, l'argument du principe responsabilité, c'est nous vivons dans un moment historique où on peut, si l'on veut, supprimer l'espèce humaine, ou on peut essayer de la conserver. Jonas en arrive, comme on peut s'y attendre, à la conclusion qu'il faut essayer de la conserver. Et à partir de là, c'est, bon, comment est-ce qu'on la conserve et qu'est-ce que ça veut dire conserver l'humanité? Bon, Jonas, lui, en arrive à la conclusion que ce qui nous rend authentiquement humains, c'est la capacité d'être responsable. Et donc, notre devoir premier, en tant que sujet moraux, ou si on veut, en tant que génération, parce qu'il inclut des réflexions d'éthique générationnelle, c'est de s'assurer que la prochaine génération aura la possibilité d'être responsable. Et donc, évidemment, c'est une éthique du futur, parce que c'est une éthique qui veut s'assurer que les problèmes du futur pourront avoir une réponse, mais au lieu d'essayer d'aller voir trop loin, comme le font peut-être d'autres mouvements comme le long-termism, dont je sais que tu es spécialiste, l'idée n'est pas de « on va essayer de prévoir qu'est-ce qu'on va faire dans 2000 ans ». Non, c'est seulement de « on va s'assurer que la prochaine génération ait les moyens d'être responsable ». Autrement dit, que la prochaine génération ait encore des futurs ouverts, qu'elle puisse décider par elle-même. L'idée centrale de ça étant une prudence dans le développement technologique, des mises en garde, des ralentissements, pas ralentissement de l'innovation technologique, mais une réflexion constante sur à quel point on devrait aller rapidement dans l'innovation technologique, à quel point on devrait toujours pousser ça plus loin, et quels sont les garde-fous de prudence qu'on pourrait mettre en place pour ne pas aller trop loin. Et donc, évidemment, quand on lit le texte de Jonas, il semble être un technophobe
assumé qui serait un espèce de partisan d'une dégénération. Mais c'est pas du tout ça, c'est des caricatures qu'on fait de Jonas. Jonas, certes, se positionne contre les modifications génétiques, mais d'après des arguments techniques dans lesquels je pense pas que ce serait pertinent d'entrer maintenant, mais de manière un peu qui n'est pas très convaincante. Et d'après moi, on peut réinvestir sa pensée de manière beaucoup plus féconde en disant le principe responsabilité, le principe de prudence, c'est très bien, et il y a des manières dont on peut le mettre en place en ce moment. Donc, par exemple, dans la situation pratique où on est en ce moment, il y a deux avenues de modification qui s'offrent à nous. Il y a des modifications somatiques et des modifications germinales. Modifications somatiques, c'est quand on modifie des cellules somatiques, donc les cellules de notre corps, et là, ce seraient des modifications qui n'affecteraient que nous. Si on modifie des cellules germinales, les cellules germinales, c'est les cellules qu'on transmet à nos enfants et que nos enfants vont posséder identiquement aux nôtres et qu'ils transmettront à leurs enfants à leur tour. Donc, si on modifie... Spermatozoïde, ovule. Exactement. C'est tout. Voilà, on fait ça plus simple. Si on modifie des cellules germinales, alors la modification sera transmise à tous nos descendants. Là, évidemment, il y a un potentiel de danger qui s'accroît exponentiellement à chaque génération où le gène modifié peut entrer en interaction avec un autre gène pour créer des effets néfastes, peut entrer en interaction avec l'environnement pour créer des effets néfastes, ou peut finalement avoir d'autres impacts sur d'autres phénotypes à cause de la pléiotropie que tu as mentionnée. Ou même une mutation de ce nouveau gène-là qui, finalement, ça va vraiment pas bien. S'il y a cette petite mutation-là, elle arrive, mais là, on a un problème. Exactement. Donc, puisqu'on ne connaît pas encore assez le rôle des gènes dans le développement d'un individu, on les connaît quand même relativement bien, mais on les connaît pas encore assez. On s'interdit pour l'instant, on ne touche pas aux modifications germinales, et on se concentre d'abord sur des essais, sur des modifications somatiques très très restreintes. Et là, on peut coupler ça, par exemple, on en a parlé un peu plus tôt, à des médicaments qui pourraient bloquer l'expression de certains gènes. Et donc là, on se trouve dans une situation où les modifications qu'on peut faire sont quand même très restreintes, et là, on a un espace pour tenter prudemment des choses sans trop de danger que ça dérape. Évidemment, il y a déjà des gens qui essayent ça. Ça s'appelle des biohackers. Ce sont des gens qui, seuls dans leur garage, se modifient eux-mêmes parce que ce sont des technologies qui sont de plus en plus accessibles. Je veux dire, si on va sur Internet, on peut se commander un kit de modification génétique et on peut se le faire sur nous-mêmes. Oui, il y a déjà des documentaires sur Netflix où il y a des entrevues avec des entrevues avec des biohackers qui, dans leur garage, se piquent avec des seringues pour devenir plus forts. Et non, c'est pas de la créatine, des choses comme ça, c'est des modifications génétiques qu'ils insèrent dans leur propre génome. Et donc, ça existe déjà. Ça, évidemment, Jonas s'arracherait les cheveux parce que c'est absolument pas prudent, mais on a là des gens qui font déjà des premiers tests. Et là, évidemment, on n'est pas en train de dire oui, c'est comme ça qu'on doit faire. La modification génétique, la prochaine grande invention de l'humanité, doit être faite par des gens seuls dans leur garage. Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire. On devrait avoir un contrôle un peu plus accru là-dessus sur comment ça se fait pour que le monde ne commence pas à se modifier n'importe comment. Mais bref, l'idée est que déjà, les modifications génétiques ont commencé. Ce n'est pas une espèce de science-fiction futuriste. Ça a commencé. Et la question est de savoir comment est-ce qu'on régule ça. Et d'après moi, une espèce de principe responsabilité inspiré de Jonas pourrait être ici super fécond. Parfait. Et peut-être pour le deuxième problème là, vraiment important, on parlait de la nature humaine. Le deuxième problème, c'était la distribution des transformations génétiques, des ressources. Comment est-ce qu'on pourrait s'assurer que ça se passe le mieux possible? Oui, ça, on en a parlé tantôt, puis je pense que ça vaut la peine d'y revenir parce que c'est vraiment le problème le plus pressant, c'est s'assurer qu'une fois que ça soit développé, ça ne profite pas qu'à une certaine tranche déjà aisée de la population. Et là, évidemment, il y a plusieurs problèmes pratiques par rapport à ça. Si on essaie d'instaurer des régulations, disons, étatiques, centralisées, non pas pour obliger les gens, parce que là, ce serait un eugénisme, mais pour interdire aux gens de se modifier n'importe comment et d'essayer d'acquérir des avantages dispositionnels, comme on a déjà parlé. Si on interdit ça de manière trop drastique, l'idée, qui est récurrente dans la littérature transhumaniste, c'est que ce qui se créerait serait l'équivalent de ce qui s'est fait avec la drogue. Un marché noir se créerait. Et là, évidemment, le phénomène du biohacking est un peu une espèce de marché noir naissant de la modification génétique où, de manière absolument pas régulée, de manière individuelle, de manière tout à fait dépourvue de tout regard externe régulateur, il y a des gens qui essaient d'acquérir des avantages dispositionnels pour devenir plus forts que leurs voisins, par exemple. Et donc là, il y a le danger, si on essaie de réguler ça de manière trop drastique, de créer des marchés noirs parallèles où des gens se modifieraient quand même. Et donc là, il y a plusieurs réponses à ça. Soit, et là on rentre dans un peu plus de la science-fiction des affaires futuristes, c'est, bon, on pourrait
instaurer des lois qui pénaliseraient des gens qui se sont modifiés sans autorisation. Sauf que là, évidemment, on retombe dans une espèce d'eugénisme où on contrôlerait qui a le droit de se modifier ou non, et on voit très rapidement qui pourrait prendre avantage de ces nouvelles lois-là, parce que, bon, qui crée les lois? On connaît la poutine. On sait qu'est-ce qui va arriver. Exactement. Si on se dit on va juste se fier à ces gens-là pour dire qui ont le droit de se modifier, ça crée d'autres problèmes. Donc, essentiellement, il y a deux solutions. Puisque c'est quelque chose qui arrive déjà, on ne peut pas complètement l'interdire. Donc la première solution serait, on reste ignorant, on ne développe pas cette technologie-là, on a déjà passé cette étape-là. Il y a déjà des gens qui sont en train de se modifier, il y a déjà des embryons qui ont été portés à terme et qui avaient été modifiés, donc Loulou et Nanan dont on a déjà parlé. Donc c'est pas... C'est jamais arrivé en fait, je pense, dans l'histoire, on a dit, là on arrête de développer ça. Ça a toujours, même avec la bombe, on a fait, aussitôt finalement il y a une course, ils vont le faire avant nous, donc il faut le développer, on est un peu obligé, on n'aurait pas voulu, mais... Puis là, finalement ça arrive, donc... Voilà. C'est pas une vraie solution. Non, c'est ça, c'est pas une vraie solution. Et bon, c'est peut-être un peu défaitiste, mais je veux dire, en philosophie de la technologie, c'est une idée qui a été vraiment étudiée mille et mille fois. L'idée que la technologie, souvent, se développe indépendante de la volonté humaine. Donc, indépendamment de ce que toi et moi, on voudrait faire, ça va se développer tout seul parce qu'essentiellement, ça répond à des impératifs de marché. Ça répond à des impératifs de productivité, d'efficacité, et ça va se développer, peu importe qu'on le veuille ou non. Jonas en a parlé. Il appelait, mon Dieu, il y avait une expression technique interminable. L'autoprocréation cumulative de la mutation technologique du monde. Évidemment, c'est complètement rébarbatif, mais l'idée étant que l'avancement technologique s'alimente de lui-même et fait un effet boule de neige. Essentiellement, c'est ça. Et évidemment, on peut nommer plein d'autres penseurs. Ça vaut pas la peine de name drop juste pour le fun, mais évidemment, c'est une idée largement acceptée que la technologie, le complexe techno-industriel se développe indépendant de toute réflexion éthique et de tout contrôle qu'on voulait lui mettre. Donc, évidemment, l'interdire pour décider de rester ignorant, pour ne pas acquérir ce pouvoir-là, c'est impossible. Et comme tu l'as dit, quand est-ce que dans l'histoire humaine, on s'est dit « ça serait bon de ne pas savoir ça ». Non, on a toujours cherché à le savoir, on a toujours fini par le trouver, mais on a généralement fini par le trouver, et généralement, ça s'est mal passé. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc là, l'idée, c'est, si on prend acte du fait que cette technologie-là existe et que c'est maintenant qu'il faut essayer de la réguler parce qu'on est encore dans son enfance, la meilleure option, d'après moi, c'est de considérer ça comme des ressources médicales et de gérer ça à travers les systèmes de santé, un peu comme le propose, par exemple, Norman Daniels, et c'est d'essayer de s'assurer, avec les meilleurs freins sociaux possibles qu'on va pouvoir trouver, de s'assurer que ce soit juste les personnes qui ont le plus besoin de ça, de manière thérapeutique, qui y auront accès en priorité. À partir du moment où, si un jour on arrive là où on a éradiqué les maladies génétiques et que là, les modifications seraient pour s'améliorer, alors là, le problème va se reposer à nouveau. Mais là, évidemment, on n'est pas dans une espèce de philosophie idéale, on est dans un monde un peu plus pragmatique, puis c'est l'approche qu'on essaie d'avoir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La meilleure option, c'est probablement, justement, d'essayer d'organiser ça sous un principe de différence raldien où les gens qui en ont le plus besoin y auront accès en premier. Et là, évidemment, c'est comment faire pour éviter que ça dérape? Là, ce problème-là appartient aux gens qui vont créer ces lois-là, mais je pense que philosophiquement, le point d'arrivée le plus fécond qu'on peut avoir, c'est celui-là. Mais ça me semble être des solutions applicables, difficiles, évidemment, c'est un problème extrêmement difficile, mais c'est ça, le transhumanisme semble avoir le vent dans les voiles, avec beaucoup de problèmes qui va arriver, et finalement on va se rendre compte que c'est beaucoup plus difficile, un peu comme tout. Je me souviens d'avoir vu une vidéo YouTube où il y a quelqu'un qui disait, c'est une vidéo qui a 7 ans, il dit dans 5 ans, puis là, il nommait tout ce qui allait arriver, comme, puis finalement il n'y a rien qui est arrivé, avec une assurance là, extrêmement forte. Et c'était intéressant de voir justement ces vidéos-là un peu plus vieux, à quel point les gens croient que tout va se développer à une vitesse là, incroyable, un peu comme l'intelligence artificielle, là, où en un été, on va régler à peu près tous les problèmes, là, ce qu'ils pensaient en 1955. Mais en même temps, il y a beaucoup de fois où on se disait, à l'inverse, que non, ces choses-là n'arriveront pas avant 10 000 ans, 1 million d'années. Il me semble qu'il y avait quelque chose c'était 10 000 ans que la personne avait dit en 1903, 2 mois avant que le premier avion réussisse à prendre son envol. 1 million d'années. 1 million d'années, c'était 1 million d'années, bon, c'est ça. 1 million d'années, 2 mois après, paf, le premier avion arrive. Donc, on fait des erreurs dans les deux sens. Donc, l'idée, c'est de prendre des précautions si ça arrive, si ça arrive pas, et d'avoir des lois blindées dans ce cas-là pour si jamais ça arrive. Et de ne pas sous-estimer que ça peut arriver sans nécessairement compter là-dessus trop pour pouvoir améliorer nos conditions. Donc, je ne sais pas s'il y avait un autre aspect que tu voulais mettre de l'avant. Souvent, une des questions que je pose, c'est si tu avais
tout le pouvoir du monde. Là. Comment est-ce que tu t'arrangerais pour que ça se passe bien, le sujet dont on parle donc ici, les modifications génétiques? Quelles recommandations générales tu ferais? Ouais. Si j'avais tout le pouvoir du monde, mon Dieu, si j'étais une espèce de dieu omnipotent, j'hésiterais entre deux voies. Soit je retirerais complètement ce savoir de l'espèce humaine pour pas qu'on pose le problème, ou de manière plus intéressante, d'après moi, c'est on ferait le pari, on s'essaye, c'est une épée à double tranchant, mais on développe des modifications génétiques, on s'assure que ce soit d'abord thérapeutique, et une fois qu'on aurait réglé le problème des maladies génétiques, si jamais on arrive là, bon évidemment ça sonne complètement fou, mais je veux dire, depuis le début de l'humanité, on a éradiqué complètement plusieurs maladies qui avant décimaient des populations complètes. Donc est-ce que c'est à l'échelle humaine fou de penser qu'un jour on pourrait éradiquer les maladies génétiques? Peut-être pas tant que ça. Donc à partir du moment où ça se serait éradiqué, là ce serait, d'après moi, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, on améliorerait des traits qui ont des qualités intrinsèques, qui ne sont pas des avantages dans une compétition sociale, mais qui feraient juste améliorer la vie individuelle de personnes individuelles, justement, et non pas de personnes en compétition. Et donc, là, on pourrait, sans verser dans cette espèce d'utopie théologique où on recréerait un jardin d'Éden ou un royaume de Dieu, je pense qu'il y a là un potentiel, s'il est bien utilisé, d'améliorer massivement la condition humaine. Et premièrement, on ne peut pas passer à côté, dans le moment où on est en ce moment, mais d'après moi, ce serait dommage de même passer à côté et de ne pas essayer d'en profiter. Il y a trop de bienfaits potentiels pour qu'on puisse raisonnablement mettre ça de côté. C'est une technologie qui a le potentiel d'être révolutionnaire, et là, je ne vais pas faire comme ces prophètes et dire que ça va révolutionner le monde. On ne sait pas ce que ça va faire, mais ça a un potentiel fou, et ça vaut la peine qu'il soit exploré. Merci beaucoup pour cette belle présentation très technique et éthique à la fois. C'était vraiment très intéressant. Donc, merci et peut-être à une prochaine. Merci à toi.